Morning News. Exiger l'application complète et entière de l'article 39, tel est l'objectif des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 qui ont tenu un meeting ce jeudi. Pour se mettre en valeur, les jeunes filles et les dames mettent des fossiles. Notre reporter Issa Sissé nous plonge dans cet univers. C'était là les grandes articulations de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Plus de 1700 personnes déplacées vivent dans la région de Koutiala. Selon la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire et de la localité, ces déplacés sont dans des conditions difficiles et le service manque de moyens pour les venir en aide. Comme je vous le disais dans les titres, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont tenu un meeting hier au stade Omnisport Modibo Keïta. Objectif, exiger l'application complète et entière de l'article 39. Moussa Tembine et Adama Sanoko pour le compte rendu. Pour appliquer l'article 39, les syndicats de l'éducation avaient déjà enchaîné des marches, des grèves et sit-ins. Le 17 juin dernier, un procès verbal de réconciliation a été signé entre le gouvernement et les syndicalistes pour l'application du dit article. Jusque-là, force est de reconnaître que son application complète et entière fait défaut. Une raison de plus pour les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 de prendre d'assaut le stade Omnisport Modibo Keïta. Nous ne sommes pas attachés à l'article 39 pour sa beauté ou bien parce que c'est un chiffre fétiche. Nous sommes attachés à l'article 39 parce que ça apporte quelque chose aux enseignants. L'article 39, le statut n'est pas abrogé, l'article 39 n'est pas abrogé, donc qu'ils le mettent en application. L'ordonnance que le gouvernement a fait sortir le 16 juillet 2021, prendre une ordonnance et unifier les grilles, et cette grille n'est pas conforme, d'autant plus que cette même ordonnance a dit que la grille des enseignants n'est pas abrogée. Donc si cela n'est pas abrogé, force est de la loi qu'ils doivent appliquer l'article 39. À défaut de ne pas appliquer l'article 39, le gouvernement doit devoir s'attendre à une grève. Soutient Ousmane Almoudou. Nous sommes en train de nous préparer pour le préavis. Et la grève, je vais dire, qui commence le 9 de ce mois. Le gouvernement nous a adressé une correspondance. Cet après-midi, on va se réunir pour y répondre à cette correspondance-là. Et nous sommes en train de nous préparer pour la grève. Selon les spécialistes, l'application de l'article 39 va coûter à l'État 58 milliards de francs CFA par an. L'État traîne les pieds pour son application. Les enseignants montent au créneau pour se faire entendre. Afin de faire un bloc contre un éventuel prolongement du délai de 18 mois imparti pour la conduite de la transition prévue pour l'organisation des élections, une quarantaine de partis et regroupements politiques annoncent la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition. Le récit avec Fanta Diarra. De grandes figures de la scène politique nationale ont fait le déplacement pour assister à cette réunion qui avait comme objet la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Parmi eux, l'on peut citer Dr Bokari Treta du RPM, Soumelou Boubé Maïga, Asma CFP, Tchemoko Sangare Adema, Ousseini Amion Guindo, Kodem, Moussa Mara Yelema et d'autres. Déterminés, ils montent au créneau et mettent en garde les autorités de la transition contre une éventuelle prolongation de la transition. Les élections doivent être organisées dans les délais impartis conformément à la position du peuple et celle de la communauté internationale, soutiennent-ils. Au dire de Soumelou Boubé Maïga, président de l'ASMA CFP, cette rencontre est l'occasion d'aborder un certain nombre de questions d'actualité dans les délais de transition. Aussi, il a rappelé son attachement au consensus interne et national dégagé sur les délais de 18 mois. L'ensemble des acteurs politiques présents ont affiché leur volonté commune d'accompagner la transition pour la bonne conduite des initiatives qui sont inscrites dans la charte de la transition. Mais surtout, dans le délai prescrit et la mise en place d'un cadre de suivi pour le respect du délai de la transition, affirme Moussa Mara, ancien Premier ministre. Ayant un objectif commun, qu'est la tenue des prochaines élections dans les délais, ils ont aussi réaffirmé leur accompagnement pour une transition réussie. Depuis le début de la transition, cette rencontre est une première entre les acteurs politiques et différents bords.
À noter que les élections prochaines sont prévues pour février 2022. Tous appellent au respect de la durée de la transition. Sur tout autre plan, à Bamako, de plus en plus, les jeunes filles et les dames portent des fossiles pour se mettre en valeur. Issa Sissé nous fait découvrir cet univers. De nos jours, rares sont les femmes qui ne portent pas de fossiles pour, disent-elles, se faire plus belle. Mariam Touré est l'une de ces femmes qui posent les fossiles au grand marché de Bamako. Je fais ce métier il y a longtemps. Je pose les faux cils et les ongles. Il y a des cils naturels et les cils synthétiques. Les cils synthétiques sont à 500 francs l'unité et les cils naturels entre 1000 francs et 1500 francs et je les pose à 500 francs. Kadi Kamara, une de ses clientes, vient régulièrement mettre des faux cils ici. Je viens mettre les faux cils car j'aime et ça me rend aussi plus belle. Depuis que j'ai commencé à les mettre, Dieu merci, je n'ai pas eu de soucis. Cependant, cette pratique n'est pas sans conséquences comme nous l'explique la professeure Jeannette Traoré, ophtalmologiste à la clinique Pasteur. Vous savez, le port des fossiles maintenant c'est une mode que les jeunes filles et les jeunes dames même adoptent maintenant, surtout pour les mariages et puis pour les cérémonies. Et pour ces fossiles-là, on met de la colle pour pouvoir les coller sur les paupières. Et le rôle des paupières, c'est de mouiller les yeux. Il faut que l'humidité de l'œil soit toujours présente. Et souvent, les fossiles amènent des complications au niveau des yeux. Ça peut entraîner des yeux qui sont rouges, ça peut entraîner des paupières qui sont gonflées et souvent même des complications telles qu'il faut faire une chirurgie même au niveau des paupières. En Afrique en général et au Mali en particulier, de nombreuses femmes, surtout les jeunes filles, sont devenues accros au port des fossiles, même si cela comporte des risques. Faites attention donc mesdames, soyez belles, mais avec raison. Dans le cadre de la journée panafricaine des femmes, nous vous amenons à la découverte de Madame Safia Babi, une restauratrice de carrière. Elle exerce ce métier depuis 3 décennies. Celle qui sait connaître la saveur d'un plat à distance rêve de créer une école de gastronomie. Son portrait avec Aruna Saliakoni. Safia Babi et le métier de la restauration, un hasard imposé par le destin. Une imposition du destin qui est finalement devenue une passion. Née dans les années 60 à Gao, Safia Babi s'était investie dans la transformation du lait. Nous sommes au crépuscule du régime de Moussa Traoré. Son entreprise fera faillite. Avec la sollicitation des amis et sa volonté d'être indépendante financièrement, elle va se lancer dans la restauration avec presque rien. Vers la chute du régime de Moussa Traoré, je m'étais installée ici à Boulkassobougou pour vendre du lait. La restauration est venue après. Je faisais les plats à petite quantité. Je ne m'y connaissais pas assez. Je vendais un plat à 200 francs, 100 francs. Ça marchait un peu. À l'époque, tout était moins cher. À travers les ans, elle impose sa marque à Boulkassobougou et environ. À midi, c'est l'embouteillage dans le resto. Ils viennent de Sochiba, Sangarebougou, Djelibougou, Bankoni, etc., etc. Selon les clients, la cuisine de Madame Babi garde un goût original, ce qui fidélise une clientèle depuis plus d'une décennie. Il fait des plats purement magnifiques et extraordinaires. Plus de 10 ans, 15 ans que je suis fréquemment ici. Je connais plusieurs personnes qui viennent de Djelibougou, Boulkassobougou, Bankoni, et peuvent faire ces plats. L'accueil aussi, vraiment, c'est chaleureux. Donc, raison pour laquelle chaque fois, chaque après-midi, je suis là vraiment. La pratique faisant la perfection, Madame Babi est désormais une vétérane de la gastronomie malienne. Elle confie connaître la saveur d'un plat, même avant de l'avoir goûté. De visu, je peux vous dire si un plat est bon ou pas. Si je goûte, je peux dire quelles sont les épices qui manquent. Des distinctions, Safia Babi en a eu à travers ses métiers.
J'ai compéti avec des hôtels. J'étais la seule gargotière. C'était organisé par l'Omato. Je suis sortie deuxième de la compétition. Madame Babi se plaint aujourd'hui de la chaleur du feu, l'une des difficultés dans ces métiers. À cause de la chaleur dégagée par le feu, mon visage me brûle maintenant. M'approcher du feu me fait très mal. Mademoiselle Dao est la fille adoptive de la patronne. Elle évolue auprès d'elle depuis 20 ans. Les recettes culinaires du resto ne sont plus un secret pour elle. J'ai appris le fonctionnement d'un restaurant, l'accueil des clients. Je connais bien les recettes. Elle m'a appris à bien cuisiner. Aujourd'hui, je peux bien faire sans son assistance. Comme Mademoiselle Dao, le rêve de Madame Babi est d'initier les futures épouses à l'art culinaire local à travers un centre de formation. Il y a longtemps, j'ai pensé à former les gens à cuisiner, mais je n'ai malheureusement pas le moyen financier. L'ambition est là, mais le fonds manque le moyen. Les restos Babi continuent tout de même à servir du bon goût au grand bonheur de ses fidèles clients. L'image du jour nous conduit à la découverte de la tour de Tokyo ou Tokyo Tower. La tour de Tokyo est une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à Tokyo au Japon. Son concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris. Elle a été réalisée par Tachu Naito, architecte, ingénieur et professeur japonais. La tour mesure 332,6 mètres de haut, soit 7,6 mètres de plus que la tour Eiffel, qui en mesure 325 en incluant son antenne, ce qui en fait l'une des plus hautes tours en métal du monde. Elle comprend 6 étages et 4 ascenseurs. L'édifice ne pèse que 4000 tonnes, ce qui est bien moins que les 10 100 tonnes de la tour Eiffel. La construction démarre en 1957 et s'achève en 1958. La tour ouvre au public le 23 décembre de la même année. 176 ampoules réparties à différents endroits éclairent la tour. L'hiver, elle est illuminée en orange et l'été en blanc. Comme usage, elle sert pour des besoins de diffusion de la radio, de la télévision ou encore de communication et d'observation. Élément du patrimoine culturel national du Japon, l'antenne dominant la tour de Tokyo ou Tokyo Tower s'est tordue lors du séisme du 11 mars 2011. L'actualité internationale à présent avec Mohamed Atayer Alidou. Le porte-conteneur Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez pendant près d'une semaine en mars, finalement arrivé dans le port néerlandais de Rotterdam aux premières heures de jeudi 29 juillet. Le navire a fermé l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde et a causé un retard dans le commerce mondial. Il a ensuite passé plus de 3 mois en fourrière par l'autorité du canal de Suez lors d'un différend sur l'indemnisation avec ses propriétaires. Le navire de Cassamès, chargé d'environ 18 300 conteneurs, a mis 3 semaines pour effectuer le voyage de l'Égypte aux Pays-Bas. Il restera dans le port jusqu'au lundi 2 août, date à laquelle il poursuivra son voyage jusqu'à un port à conteneurs britannique. Le nouveau Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, a déclaré que le gouvernement prévoyait de créer les conditions pour que la nation des Caraïbes tienne des élections aussi rapidement que possible après l'assassinat du président Jovenel Moïse au début du mois. Déjà aux prises avec la paralysie politique, le malaise économique et la violence des gangs, Haïti est plongé dans la tourmente par le meurtre de Moïse que le gouvernement a imputé à un groupe de mercenaires principalement colombiens. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes. Le Premier ministre Henry a déclaré qu'il s'efforcerait de restaurer la confiance dans le gouvernement et qu'il y aurait un dialogue avec la société civile et les dirigeants politiques pour parvenir à un consensus sur la manière d'aller de l'avant. Un consensus
pour que nous arrivions à un accord entre la force politique, la société civile, dans le meilleur délai. Les puissances occidentales ont encouragé Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, à organiser des élections le plus tôt possible pour donner une légitimité démocratique au gouvernement. Des élections présidentielles et législatives devraient avoir lieu en septembre. La lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé figuraient parmi les intervenants lors d'un sommet mondial sur l'éducation, exhortant les États à engager des fonds pour améliorer l'éducation dans les pays en développement, en particulier pour les filles. Le sommet mondial du partenariat mondial pour l'éducation, GPE, co-organisé par les gouvernements du Royaume-Uni et du Kenya à Londres, a fixé l'objectif à 4 milliards de dollars. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que les fonds seraient la part du lion des 5 milliards de dollars nécessaires au GPE pour atteindre les objectifs qui permettraient à 40 millions de filles de plus d'aller à l'école, des filles de 12 ans et à 20 millions de filles d'être alphabétisées d'ici l'âge de 10 ans. Des centaines de Palestiniens ont assisté aux funérailles d'un garçon de 12 ans abattu par les troupes israéliennes mercredi dernier alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son père en Cisjordanie. L'armée israélienne a déclaré qu'un de ses soldats avait ouvert le feu en direction des roues de la voiture après avoir conclu que le véhicule avait été impliqué dans une activité suspecte. Les Palestiniens contestent le compte. Nous examinons l'affirmation selon laquelle un mineur palestinien a été tué à la suite des coups de feu. L'incident est en cours d'examen par des officiers supérieurs, a déclaré l'armée dans un communiqué. Le garçon a reçu une balle dans la poitrine, a déclaré le ministère palestinien de la Santé à la suite de l'incident dans le village palestinien de Beid Omar, près de Lébron, dans le sud de la Cisjordanie. Il est décédé quelques heures après avoir été transporté d'urgence dans un hôpital voisin. Après ces funérailles, des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et des soldats israéliens. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.